Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Alors bonjour David. Bien le bonjour. Eh bien on prend les mêmes et on recommence puisque suite à l'émission de la semaine dernière où il était question des nouveaux entrepreneurs et des outils et puis surtout l'encouragement de David tellement positif à se lancer, à lancer son entreprise, eh bien on a eu des demandes et on nous a demandé donc de vous recevoir, ce qu'on fait avec plaisir aujourd'hui. Et il va être aujourd'hui question donc plus particulièrement de start-up. C'est bien ça. Avec David, c'est toujours un peu flou, mais on s'y retrouve toujours à la fin. Et on s'entend. Voilà, exactement. Et particulièrement donc de cette fameuse charte de confidentialité. C'est vrai que quand on est conseiller en entreprise, David le sait, je le sais également. Quand on reçoit les entrepreneurs, la première des choses est chut, j'ai la meilleure idée du monde et surtout ne les bruitez pas, ça reste entre quatre murs. Et donc, bien entendu, on s'engage à ne rien dire et c'est ce qu'on fait. Mais David Altar aujourd'hui nous conseille au contraire d'ébruiter son idée. Donc David va souvent un petit peu à l'encontre des idées reçues et donc on va vous écouter là-dessus aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut parler de son idée autour de soi ? Moi, je suis tout à fait pour. Et bon, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier à avoir dit David Altar a l'idée ce matin. Ouais. C'est connu aujourd'hui. Il faut parler de son idée. Il y a beaucoup plus d'avantages pour un entrepreneur de parler de son idée que d'inconvénients. Maintenant... Alors, en fait, voilà, on part de base, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est souvent amené à ne pas vouloir révéler à la base son idée ? C'est qu'on a tout simplement peur qu'on se la fasse piquer. Exactement. Particulièrement. Donc ça, c'est quand même un fait. Ça veut dire si j'ai l'idée du siècle et que j'en parle au premier venu, j'ai peur que quelqu'un vienne me la taper, mon idée. Faisons une histoire. Vous m'avez raconté votre idée. Elle est extraordinaire, moi je suis pour. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais annuler toute ma vie, tous mes projets, je vais tout arrêter dans ma vie pour faire votre idée en fait, parce que je la trouve exceptionnelle. Je vais prendre un alva à la banque, je sais pas comment on dit alva en français, un prêt. Un prêt à la banque, je vais dire à ma femme, excuse-moi, je vais pas rentrer pendant 3 semaines parce que j'ai une idée extraordinaire et que à voler à c'est mon la bonne voisin. À voler à mon voisin, c'est extraordinaire. Bon. Imaginons, j'ai fait ça. Comme dirait le sketch de Bigard, admettons. Alors admettons que j'abandonne tous mes projets en cours pour taper l'idée de mon voisin. Exactement. Une idée ne représente en aucun cas ce qu'est l'entreprise. Maintenant, moi, je vais vous demander quelle est l'idée de Facebook. Vous allez répondre à 100 km de ce que moi, je pense que c'est l'idée de Facebook, ce que chacun va penser. Une idée, au final, n'est qu'une phrase, un concept. Un concept qui peut être imaginé, qui peut être délégué à 1 million de possibilités. Il y a toujours... moi, ma mère, elle m'a expliqué comment on faisait un gâteau au chocolat. Elle m'a donné les mêmes ingrédients, la même recette, et pourtant, il sort toujours différent. Mm-hmm. C'est ça une idée de start-up. Il ne faut pas avoir peur que d'autres gens prennent cette idée-là même. Je vais même un peu pousser le principe. C'est qu'au final, même cette personne a pris votre idée, elle a fait sa start-up un peu différente de la vôtre. Parce qu'au final, comme on a expliqué, c'est des idées qui ne finissent pas... Très personnelles. Exactement. Cette entreprise-là va montrer s'il y a du marché ou pas, va ouvrir si cette entreprise vaut le coup ou pas. Si c'est-à-dire que vous serviriez, en gros, c'est un peu pervers quand même, c'est-à-dire que vous servez... Oh, c'est pervers, il a pris mon idée. D'accord, certes, il a pris votre idée, mais en fait, vous l'envoyez en cobaye humain dans la nature pour voir si l'idée va marcher. Même pas. Moi, je continue mon idée, il fait son idée concurrente, parce que c'est un concurrent, ce n'est rien d'autre de plus qu'un concurrent. Aujourd'hui, on est 6 milliards et quelques d'humains, 7 milliards, je ne sais même plus combien on est sur Terre. Il y a forcément d'autres gens dans le monde qui ont eu la même idée que vous, qui sont plus avancés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais l'idée du siècle. C'est-à-dire même Facebook, d'ailleurs, entre parenthèses, il avait quand même tapé à... MySpace. Voilà, MySpace avait 300 000, plus de 300 000 personnes utilisateurs actifs dans sa plateforme. Donc moi, moi, chaque fois qu'on vient me voir, je dis j'ai eu des siècles, signe-moi un DNA. DNA, c'est le papier qu'on signe. La clause de confidentialité. Bon, on refuse à chaque fois parce qu'au final... Qui c'est on ? C'est, en général, tout le monde refuse de signer des DNA parce que déjà, ça vaut, juridiquement parlant, ça vaut pas grand-chose. Et en plus de ça, je répète, l'idée n'est qu'une idée. L'idée ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est la start-up, c'est l'entreprise. Maintenant, avec votre idée, vous êtes avancé, vous avez 10 employés, vous commencez à lancer votre idée. Même les gens qui veulent vous copier vont dire, bon, ils sont déjà trop avancés, moi, je vais faire un autre truc, un machin. Mais je crois même qu'il y a des sociétés, corrigez-moi si je me trompe, qui rendent public, alors eux ils font le contraire, ils rendent public leur brevet en fait. Elon Musk, qui est extraordinaire dans sa manière de penser entrepreneuriat, il a pris tous les brevets de Tesla, ce qui n'est pas rien, c'est des millions d'euros, de dollars qui sont mis dans des brevets, etc. Il les a tous mis publics en expliquant à ses travailleurs, à ses ingénieurs que s'ils n'étaient pas capables d'être plus rapides que la concurrence, eh ben ils étaient morts et ça servait à rien.
On est à fond dans le libéralisme quand même. C'est violent. C'est violent. Enfin, après, c'est Elon Musk. Tout le monde n'est pas Elon Musk. C'est quand même la seule personne au monde à avoir monté 3 startups qui valent plus d'1 milliard de dollars. Donc en fait, il joue vraiment, il prend les hommes, il les met en concurrence tout le temps. Exactement, mais la concurrence, c'est bien. La concurrence, regardez, quand on va voir un investisseur, toujours une des premières questions, c'est quels sont tes concurrents. Si vous arrivez et dites j'ai aucun concurrent, eh ben ça veut dire que apparemment le marché n'est pas présent, n'est pas prêt à votre idée, n'est pas prêt à ce que vous faites. Ça ne marchera pas en gros. Enfin, il y a peu de chances que ça marche si personne ne l'a fait avant vous. Exactement. Soit je rappelle que... Donc vous êtes en train de dire qu'on n'a jamais une idée qui va révolutionner... Alors il y a un livre qui est extraordinaire qui parle de ça, c'est de 01 de Peter Thiel qui a créé PayPal. Ouais. Et oui, l'objectif c'est de passer de 01, de prendre une idée, de faire une révolution dans le monde. Mais au final, les gens qui font des révolutions dans le monde, on les compte sur le dos d'une main. Et il faut, comme toujours d'entrepreneurs, on rêve beaucoup parce qu'on voit des tonnes d'internet, de machins, de trucs qui nous stimulent et qui nous donnent envie d'être les futurs Bill Gates et les futurs Elon Musk. Il faut revenir à la réalité. Les Elon Musk ne naissent pas tous les jours. Et Elon Musk, il a commencé avec... Il est devenu, il n'est pas né ce qu'il est aujourd'hui. Il est né avec Peter Thiel qui a fait PayPal. Et avant PayPal, il avait une autre boîte qui était concurrente à PayPal. Et PayPal l'a racheté. Et au final, c'est comme ça qu'il a avancé. Alors aujourd'hui, donc vous dites, ok, il faut ébruiter son idée. Alors est-ce qu'il y a des moyens concrets aujourd'hui pour ébruiter son idée ? C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup de pitch, c'est un terme qui est très tendance. Alors d'abord, qu'est-ce que le pitch ? Et puis à quoi ça sert pour justement mettre en avant son projet ? Alors un pitch, c'est une phrase, c'est un paragraphe auquel vous parlez de votre idée, la plus concise possible, auquel vous pouvez expliquer votre idée. Et ça, il y a des techniques pour justement se présenter en public. Exactement. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube, il y a des tonnes de choses pour apprendre à faire un pitch. Il y a ce qu'on appelle elevator pitch, c'est-à-dire maintenant vous rentrez avec un investisseur dans l'ascenseur, vous avez 5 étages pour lui expliquer votre idée. Yallah. Il faut y aller, il faut convaincre. Quoi. Il faut être très bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On parle déjà à tout le monde de son idée. Parce que plus on en parle, plus on va améliorer... Tout le monde, attendez, il faut être précis. Tout le monde, c'est tout le monde dans la rue ou les professionnels Alors, moi, je dis tout le monde dans la rue. Vous parlez d'une personne, si c'est votre boîte, si c'est votre projet, si c'est votre bébé, vous en parlez à tout le monde. Quand vous avez un enfant, vous avez envie de montrer sa photo à tout le monde parce que c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. Surtout les miens. Exactement, surtout les vôtres. Ouais. Je suis d'accord. Et c'est pareil, on en parle à tout le monde. D'accord. Maintenant, les retours doivent pas être écoutés de tout le monde. Si la personne, c'est pas votre marché, par exemple, vous voulez voir vous créez une boîte de marketing. On annonce son idée et là, on est à l'écoute. Il faut savoir se taire à un moment donné et voir les réactions en face. Exactement, mais les réactions, il faut pas les écouter de tout le monde. Si la personne n'est pas du marché auquel vous présentez votre startup, il faut pas l'écouter. Par exemple, si moi je veux faire une boîte pour les rollers et comment les rollers à 6 roues, parce qu'ils sont extraordinaires, à 6 roues on va beaucoup plus vite, et je dis ça à ma mère qui n'a jamais fait de roller dans sa vie. Oui, mais enfin, votre mère peut être amenée à acheter un roller pour son petit-fils, c'est quand même un client potentiel. On parle quand même d'un public très spécialisé là, dans le roller, pourquoi 4 roues et pas 6 roues, et est-ce que ça vaut le coup de lancer une startup maintenant dans le 6 roues et pas dans le 5 roues, parce que le truc, il faut écouter tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui disent t'as parlé mal, des trucs qui sont plus extérieurs en fait à votre idée, mais tout ce qui est intérieur à votre idée, des vrais retours, il faut les écouter que du marché et de personne d'autre. D'accord. Et voilà, donc il faut vraiment écouter que du marché et de personne d'autre parce que sinon on se fait déchirer pour rien. Et donc aller voir ses concurrents directs et puis lui dire ah bah tu sais pas voilà ce à quoi j'ai pensé. Il faut le faire ça aussi. Est-ce qu'il faut le faire ? Moi je suis pour. Moi je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent attends mais je vais aller voir mes concurrents et eux en 3 secondes ils font mon idée. Par exemple, nous on a lancé une startup qui s'appelle Keilu qui nous on est fiers de ça. On veut concurrencer Google. Voilà, rien de moins. Rien que ça. Est-ce que demain Google voit cette idée, dit elle est bonne, est-ce qu'il va pas dire ah putain c'est une bonne idée, faisons-la nous aussi ? C'est possible. D'accord, ouais. Mais maintenant, donc c'est le risque. Tu dis que c'est quand même le risque à prendre. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ? Est-ce qu'une startup est un risque ? Oui, forcément. 95% des startups même l'entrepreneur, c'est déjà c'est un risque. Les chiffres, on n'est pas clair parce qu'on ne sait pas les gens qui lancent leurs idées dans leur garage et qui les loupent. On sait en gros que 95% des startups tombent avant la 3e année et qu'après la 3e année, dans ces 5%, il y en a encore 40 et quelques % qui y retombent. C'est une hécatombe. Mais dans ce peu qui reste, en général, c'est quand même l'explosion. Exactement. Et ceux qui sont tombés refont des startups. Ouais. Énormément de gens qui ont tenté une startup, ont loupé, ont truc, mais ils ont appris énormément de choses et ils relancent et des trucs. Moi, j'ai fait une startup qui s'appelait Oroth et qui s'est craché la tête, mais extraordinairement parlant parce qu'on n'avait pas fait attention qu'il y avait un brevet qui était déjà pris. Bref, on s'est fait avoir des centaines d'heures de travail. Et ça vous a permis de rebondir. Moi, aujourd'hui, j'ouvre une startup, j'allais voir les brevets des uns et des autres avant de lancer ça. Donc on apprend, on avance et
Et on apprend. Et on se forme au fur et à mesure. Et puis on ne naît pas entrepreneur ni start-upper, on le devient. Exactement. C'est ça le message. Et on apprend. Ok. Et on apprend tout le temps, c'est vrai. Bah écoutez, merci beaucoup David de ces précieux conseils, de votre dynamisme et surtout de votre optimisme en ces temps sinistres. C'est pas évident de trouver. Sinistre. Non, je plaisante. Merci. Puis on se retrouve, j'espère bientôt. Pourquoi pas. Bezrat Hashem. À bientôt. Au revoir.